Après avoir travaillé 16 heures d'affilée, je suis rentré chez moi trempé, j'ai trouvé mes sacs sur le porche, la serrure changée, mon père a aboyé, emballe tes affaires, sors. J'ai porté mon sac à la voiture, mais au lever du soleil, un papier sur la porte. L'a fait hurler. Je m'appelle Rian, et je pensais que rentrer chez moi après un quart de travail de 16 heures à l'hôpital signifierait du repos, peut-être même juste un repas tranquille. Au lieu de cela, j'ai trouvé mes sacs sur le porche. Ma clé ne fonctionnait pas, et mon père, l'homme qui m'avait autrefois tenu la main lors de l'enterrement de ma mère, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu ne vis plus ici ». Aucun avertissement, aucune explication, juste une serrure changée et une porte qui ne s'ouvrait pas. Mais ce n'était pas le pire, car ce qu'ils m'ont pris n'était pas juste une maison. Ils ont réécrit notre histoire familiale sans moi. Et maintenant, je me demande depuis combien de temps ils le planifiaient. Et pourquoi m'a-t-il fallu autant de temps pour le voir venir? Je ne demandais pas du confort. Je demandais une porte qui s'ouvre. Cela faisait 16 heures d'affilée. Je pouvais encore sentir la douleur dans mes jointures à force de tenir le même stylo toute la journée. Mon badge d'identification pendait à un cordon effiloché autour de mon cou, à moitié trempé par la bruine mystérieuse qui avait commencé lorsque j'ai quitté l'autoroute. Chaque respiration que je prenais dans la voiture embuait le pare-brise, mais je n'ai pas pris la peine de l'essuyer. J'étais déjà chez moi. Mon corps connaissait les virages par mémoire musculaire, et mon cœur avait déjà commencé à expirer. C'était mercredi soir, tard, le genre de calme où même les chiens du quartier s'étaient calmés, et le seul son était le faible bourdonnement des lampadaires, vibrant à travers la pluie. Je me suis garé au même endroit que d'habitude, juste à côté du trottoir fissuré sous le vieux frêne. Les pneus sifflaient sur le bitume mouillé. Mes mains bougeaient lentement, lourdes. J'ai coupé le moteur, détaché mon badge et attrapé la porte. Je ne pensais à rien. Ni à la patience, ni à la paperasse que je n'avais pas terminée. Même pas au gratin que j'avais laissé dans le frigo du personnel. J'étais juste prête à entrer, mais la clé ne tournait pas. Au début, j'ai pensé que je la tenais mal. Mes doigts étaient raides. Je l'ai retournée. J'ai essayé à nouveau. Toujours bloqué. Je l'ai secouée. Elle a gratté, résisté, s'est arrêtée net. Je me suis rapproché, plissant les yeux à travers la pluie sur le verrou. Rien ne semblait déplacé, mais je le sentais. Comme quand on serre dans ses bras quelqu'un qui répond trop tard. Quelque chose n'allait pas. La lumière du porche s'est allumée. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte. Il n'était ni surpris, ni fatigué, juste vide, comme s'il avait su que j'allais me présenter et qu'il avait déjà rejoué ce moment dans sa tête. Le lent ne haussait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. Son silence était un langage en soi. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-il dit. J'ai cligné des yeux comme s'il n'avait pas vraiment parlé, mais il était juste là, les mains le long du corps, l'expression neutre. Aucune trace de préoccupation, même pas de curiosité. « Mes clés ne marchent pas », ai-je dit, ma voix marquée par mon quart de travail. Nous avons changé les serrures. Nous, pas je, pas le propriétaire. Nous. J'ai regardé en bas. Mon sac de sport était assis à côté des marches, déjà mouillé, le nylon trempant. Mes scrubs de rechange étaient là, le stéthoscope que ma mère m'avait donné pour l'école d'infirmière, la couverture que je gardais toujours dans ma voiture pour les quarts de nuit. Je sors juste du travail, ai-je dit bêtement, comme si cela expliquait tout. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a reculé et a doucement poussé la porte. Clic, ce fut le son qui a le plus blessé. Clic, pas un claquement, pas un coup, juste un doux bruit mécanique. Délibéré et définitif. Je suis resté là une seconde de trop. Juste assez longtemps pour entendre la porte du voisin craquer. Madame Lee en robe de chambre a jeté un coup d'œil avec une lampe de poche. Elle plissa les yeux dans la pluie. « Rian » a-t-elle appelé. « Tout va bien, ma chérie ?» Avant que je puisse répondre, la voix de mon père a retenti dans l'air calme, basse mais indiscutablement tranchante. Elle ne vit plus ici. Elle a fait son choix. Ça suffit. La honte qui a fleuri dans ma poitrine n'était pas bruyante. Elle était lente, froide, une marée montante qui a noyé tout reste d'amour-propre que j'avais. Je me suis penché, j'ai ramassé mon sac et j'ai marché lentement vers ma voiture. Pas parce que je ne voulais pas courir, mais parce que je ne voulais pas tomber. Il n'a même pas attendu pour voir si je partais. Une fois dans la voiture,
j'ai tourné la clé, puis je me suis arrêté. Mes mains reposaient sur le volant. J'ai regardé droit devant, respirant par les dents. Mon téléphone était silencieux. Pas d'appel manqué, pas de nouveaux messages. Il avait dit, j'ai fait mon choix. Mais quel choix était-ce? Choisir d'aider avec les factures lors de son opération. Choisir de rester à la maison avec lui lorsque sa deuxième femme est partie pendant 3 jours sans en informer personne. Choisir de revenir après la mort de maman parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, il ne voulait pas être seul. Apparemment, le seul choix que j'avais fait était de dépasser mon utilité. La bruine s'est transformée en une vraie pluie, tapotant doucement contre le pare-brise. Je n'ai pas pleuré. Même pas quand j'ai vu Madame Lee toujours à sa porte, me regardant avec ce regard. Pitié. Même pas quand j'ai passé en marche arrière et que je suis sorti de l'allée. J'y allais à vélo tous les jours après l'école. Je n'ai pas pleuré parce que je savais que si je commençais, ça n'arrêterait pas. Au lieu de cela, j'ai conduit, pas vers Orin, pas vers un hôtel. Je ne savais même pas où j'allais. J'ai juste conduit, laissant les kilomètres s'accumuler comme une isolation. Une demi-heure plus tard, j'ai trouvé une station-service avec une pompe à air cassée et une lumière clignotante au-dessus de la machine à glace. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je me suis assise. Il ne m'a même pas demandé pourquoi. Il n'a pas dit « Viens à l'intérieur ». Il n'a même pas dit au revoir. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, comme si je n'avais pas été dans cette cuisine avec une éponge à la main et son nom sur toutes les factures épinglées au réfrigérateur. Comme si je n'étais pas sa fille. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, j'étais fatigué. Épuisé. Pas à cause du travail, mais à cause de la façon dont le silence devient une arme lorsqu'il est brandi par quelqu'un qui est censé te protéger. J'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans la vitre latérale. Les gouttes de pluie la brouillaient. Bien. Je ne voulais pas me voir à ce moment-là. Je ne voulais pas voir la femme qui pensait encore qu'il viendrait peut-être à la voiture et frapperait à la fenêtre, qu'il dirait que c'était un malentendu. Mais la lumière du Porsche était déjà éteinte. Alors, je me suis assise là, dans une voiture garée devant une station-service anonyme dans une rue que je ne reconnaissais pas, serrant le volant comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'envoler. Je n'ai pas perdu une maison ce soir. J'ai perdu un père que je pensais encore avoir. Il disait toujours que j'étais sa paix. Maintenant, je ne suis qu'un autre fardeau. Il a claqué la porte. Le lot derrière la station-service était presque vide, à l'exception d'une camionnette blanche garée au bord, moteur en marche, quelqu'un à l'intérieur fixant son téléphone. Je suis resté dans ma voiture, les mains inactives sur le volant, laissant le chauffage fonctionner assez longtemps pour que mes doigts ne s'engourdissent pas. Je n'avais pas de destination. Je n'étais pas sûr d'en avoir besoin. Je m'étais garé délibérément derrière le bâtiment, à l'abri des pompes. Je n'étais pas prête à être vue à nouveau. Pas par des étrangers. Pas par quelqu'un. Cette phrase que mon père a dite, elle ne vit plus ici. Il l'a dite comme si nous parlions d'un changement de service public, comme si mon existence était un conte obsolète qu'il avait enfin fermé. Mais ce n'était pas soudain. Pas vraiment. Cela s'était construit silencieusement, stratégiquement. Je n'avais juste pas voulu le voir. Mon esprit est retourné à un moment précis, une semaine plus tôt. Nous nous étions assis à la table de la cuisine, celle avec une entaille dans le coin que je lui avais faite à 12 ans, en retournant une crêpe trop haute. Papa avait préparé du café ce matin-là, même s'il le faisait rarement. Pas de Vérina, juste lui et moi. Tu as travaillé sans arrêt, avait-il dit, presque tendrement. Pourquoi ne prends-tu pas quelques jours et ne vas-tu pas rendre visite à Angela à Montreuil? Tu as mérité un peu de repos. Je me souviens avoir hésité. J'avais du travail. J'avais quelques patients que je suivais depuis des semaines. Mais ensuite, il m'a lancé ce regard. Yeux doux, mains jointes, comme l'homme qui me lisait des histoires pendant les orages. Ce n'était pas de la chaleur que j'ai ressentie. C'était de la stratégie déguisée en souvenir. J'ai dit que j'y réfléchirais. Il m'a dit, je m'occuperai des factures de la maison pendant ton absence. Va te reposer. Je suis parti le lendemain avec un petit sac, juste un changement de vêtements, supposant que je serais de retour avant la fin de la semaine. Mais les serrures avaient déjà été changées au moment où j'ai atteint le point médian sur l'autoroute 101. Je ne le savais pas encore. Ce n'était pas de la gentillesse.
C'était un piège. Il ne s'agissait pas d'espace ou de repos. Il s'agissait d'absence. La mienne. Une absence. Il devait faire de la place pour un nouveau récit, un dans lequel je n'avais plus ma place. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, espérant à moitié un message de sa part. Rien. Mais un nouveau message est apparu de mon cousin Ryan. Ton père dit que tu l'as insulté l'année dernière. Dit que tu l'as appelé inutile et que tu as menacé de couper les ponts. Il dit que c'est pour ça que tu es parti. J'ai fixé l'écran essayant de me souvenir du message. J'ai cherché dans mes anciens SMS, je l'ai trouvé. Daté d'il y a 11 mois. Il disait, je ne suis pas sûr combien de temps je peux continuer à couvrir le prêt hypothécaire et les courses si j'essaie aussi de rembourser mes prêts. J'ai besoin d'aide. Ça ne peut pas continuer à tomber sur moi. C'était tout. Pas d'insultes, pas de jurons, juste de l'épuisement. Le genre qui vit dans votre colonne vertébrale depuis si longtemps que vous oubliez ce qu'est la légèreté. Mais maintenant, ce message avait un nouveau rôle. Il était utilisé comme une arme. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une question de logique. Il ne s'agissait même pas de vérité. Il s'agissait de créer une histoire qui lui permettait de dormir la nuit. Une où il était le père blessé et où j'étais la fille combative qui ne l'appréciait jamais. Il aimait toujours dire, tu crois que le monde te doit quelque chose. J'avais l'habitude de penser qu'il le disait pour me garder les pieds sur terre. Maintenant, je savais que c'était de la projection. J'ai fermé les yeux, laissé le silence ramper de nouveau dans la voiture. Une tempête n'arrivait pas. Elle était déjà là. Elle l'était depuis des années. Je continuais juste à prétendre que c'était une intempérie plutôt qu'une érosion. Il y avait un numéro que je n'avais jamais supprimé de mon téléphone. Une personne que je m'étais dit que je n'appellerais que quand les choses deviendraient vraiment mauvaises. Je suppose qu'être exclu de sa propre maison, ses souvenirs réappropriés et sa réputation réécrite. Ça se qualifiait. J'ai tapé le nom d'Orin. Ça a sonné une fois, 2 fois, puis sa voix. Stable, basse. Je m'attendais à cet appel. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je ne m'attendais pas à cette réponse. J'ai fixé le curseur clignotant du silence entre nous, puis j'ai dit la seule chose qui me restait. Il a claqué la porte, Orin. Pour de bon. Orin n'a pas demandé de détails. Il n'en avait pas besoin. Alors peut-être qu'il est temps que tu en ouvres une autre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la station-service. J'ai conduit, pas avec urgence, mais avec clarté. Je savais que je ne rentrerais pas. Pas ce soir. Pas la semaine prochaine. Pas pour supplier. J'avais arrêté de croire que je pouvais regagner ma place dans cette maison avec de la patience, du respect ou de l'argent. Il ne s'agissait jamais de ce que je donnais. Il s'agissait de contrôle. Les lampadaires devenaient moins nombreux à mesure que je quittais le centre-ville. Je me suis garé sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24, je suis entré, j'ai commandé le bol de soupe le moins cher du menu, et j'ai emprunté une serviette pour griffonner. Pas pour faire un plan, juste pour écrire quelque chose qui m'appartenait. J'ai écrit 3 mots. Il a choisi le silence. Je l'ai souligné, puis j'ai écrit une autre phrase. Je choisis autre chose. Au moment où j'avais fini ma soupe, je savais exactement où j'allais. Et ce n'était pas pour revenir en arrière. J'ai arrêté d'espérer qu'il me choisisse. Je me choisis cette fois. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai remarquée fut le silence. Pas le genre inconfortable qui plane dans les pièces vides, mais un silence qui respire avec vous. Toujours stable, généreux. J'étais enveloppé dans une couverture qui sentait légèrement la cannelle et les vieux livres. Le soleil ne s'était pas encore complètement levé, mais une lumière pâle filtrait à travers les stores poussiéreux de l'appartement d'Orin, projetant de douces ombres sur le canapé décoloré sur lequel je m'étais effondré quelques heures plus tôt. Je me suis levé lentement, clignant des yeux contre la douleur sourde derrière mes yeux. Mon téléphone était face vers le bas sur la table basse, exactement là où je l'avais laissé après qu'Orin m'ait ramené à la raison la nuit dernière. Je n'avais pas pleuré, toujours pas, mais les larmes étaient comme des graines sous la glace, en attente. Depuis la cuisine, j'ai entendu le doux tintement des tasses. Orin était déjà levé, faisant bouillir de l'eau comme il le faisait toujours au lieu d'utiliser la bouilloire. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Il y a du café, a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête, je suis entré, je me suis servi une demi-tasse.
Je ne voulais pas devoir plus à la journée que ce que je devais déjà. Il a finalement jeté un coup d'œil. As-tu dormi un peu? Assez pour me souvenir qui je suis. Cela lui a fait sourire un peu. Il a posé un dossier en manie sur la table entre nous et me l'a fait glisser. Tu vas vouloir voir ça. J'ai haussé un sourcil mais je n'ai pas demandé. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une capture d'écran, une chaîne de mails transférée, et en bas, une ligne tapée qui ressemblait à une gifle. Accord unanime. Rien n'a plus de droit sur la résidence. Mon souffle s'est coupé. L'email ne venait pas d'un propriétaire. Il ne venait pas d'un tribunal. C'était un fil de discussion familiale. Leland, Verona, même mon demi-frère, Caleb. Ils avaient tenu une discussion familiale sans moi. Ils avaient voté comme si j'étais une ligne budgétaire et ils avaient décidé que je n'appartenais plus. Tu te moques de moi, ai-je murmuré. Orin a juste secoué la tête. Ceci est arrivé tard hier soir de quelqu'un qui a encore accès au fil. J'ai censuré la source pour leur bien. J'ai fixé l'impression. Ils avaient fait un tableur, des affectations codées par couleur, des notes, des propositions de nouveaux aménagements de meubles. Mon nom était en rouge. À côté, rangement ou élimination recommandée. Ils ont voté, ai-je répété, plus lentement cette fois. Ils ont voté sur ma valeur. Il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai fermé le dossier, me suis levé et j'ai attrapé mes clés sur le comptoir. Orin n'a pas demandé où j'allais. Il a juste hoché la tête, comme font les gens quand ils savent que tu ne reviendras pas pareil. Au moment où je suis entré dans l'ancien quartier, le soleil avait franchi les toits et rendu tout lumineux, faussement joyeux. C'était calme, à l'exception d'une tondeuse à gazon quelques portes plus loin. Je me suis garé sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Pas dans l'allée. Cet endroit ne me semblait plus être le mien. La porte du garage était entr'ouverte. Je pouvais voir le tapis de yoga de Verina enroulé contre le mur. Une pile de boîtes avec des étiquettes imprimées était assise à côté. Fourniture d'art, décoration saisonnière, les affaires de Zenia. J'ai balayé l'avant de la maison. Nouvelle plante en pot. Rideau tiré. Rien de cassé. Rien d'évident. Juste inconnu. J'ai marché lentement le long de la maison, restant près de la ligne de clôture. Mon ancienne fenêtre de chambre avait de nouveaux rideaux, bleu clair, flottant légèrement par un carreau fendu. Elle avait autrefois des panneaux floraux jaunes. Maman les avait choisis avec moi quand j'avais 9 ans. Je me suis approché sur la pointe des pieds sur l'herbe, encore humide du matin, et je me suis accroupi derrière la haie. Je me suis penché juste assez pour jeter un coup d'œil à travers une fente dans les stores. Ma chambre avait disparu. Les étagères que j'avais construites étaient vides. La peinture était différente, un gris terne et tendance. Le tableau en liège qui autrefois contenait des photos de ma remise de diplôme, mes quarts de nuit, ma mère et moi, avait disparu. À sa place, un bureau laqué blanc avec des post-it roses et des stylos pailletés. La porte de l'armoire était ouverte. J'ai vu un miroir pleine longueur avec des bandes LED le long du cadre. Sur le mur, en lettres calligraphiées, se trouvait une enseigne montée. L'espace créatif de Zenia. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas cligné des yeux. Pas encore. J'ai reculé, je suis retourné vers la poubelle latérale. Je ne savais pas ce que je cherchais. Peut-être un signe que je n'étais pas folle. Que je n'avais pas imaginé vivre ici. Aimer ici. Je l'ai trouvé dans la poubelle. Mon cadre photo. Celui qui était autrefois sur la table de nuit de maman. Une photo d'elle me brossant les cheveux sur le porche. Le verre était fendu. Le cadre plié. La photo était toujours à l'intérieur, mais elle avait été retournée, face vers le bas. Je ne l'ai pas ramassée. Je suis juste resté là, la main agrippant le haut de la clôture, le cœur faisant quelque chose d'étrange. Pas en train de se briser exactement, mais de se solidifier comme de la pierre séchant au soleil. Je n'ai pas frappé à la porte, je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté le cadre par la fenêtre. Je n'en avais pas besoin. Il m'avait déjà dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai murmuré, tu ne m'effaces pas. Tu me prouves que j'ai raison. Puis j'ai sorti mon téléphone, pris une photo de la porte de la chambre avec la plaque dessus. Pas parce que je voulais me souvenir, mais parce que j'avais besoin de preuves. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, je suis retourné vers ma voiture,
passant lentement devant les roses que j'avais autrefois plantées avec maman dans le parterre avant. Elles étaient toutes mortes maintenant. Remplacées par du gravier blanc et des succulentes artificielles. Très bien. Ils m'ont remplacé. Cela signifie que je suis libre de commencer à les remplacer. S'ils pensent que je pars. Ils ont clairement oublié qui a construit le sol sur lequel ils se tiennent. Le dossier est resté non ouvert sur la table de la cuisine d'Orin pendant près de 2 heures avant que je n'ai le courage de le toucher. C'était l'un de ces dossiers simples en manille. Pas d'autocollant, pas d'étiquette, juste le poids silencieux d'une douzaine d'années de coupures financières. Il l'avait trouvé en m'aidant à rassembler les preuves de tout ce que j'avais payé pour la maison. Liste d'épicerie griffonnée sur de vieux reçus. Relevé de transfert de mon compte courant vers celui de mon père. Note numérique que j'avais oublié avoir écrite. Toute datée, tout enregistré. Mais ce dossier était différent. Celui-ci, je l'avais laissé dans un tiroir la première fois que j'avais déménagé après la mort de maman. À l'époque, j'étais trop émotionnellement désordonné pour réaliser que j'avais laissé des preuves d'une vie que j'avais construite autour d'un homme qui n'avait jamais eu l'intention de me garder dedans. J'ai finalement ouvert, le café refroidissant à côté de moi. Mon pouce a effleuré une ligne que je reconnaissais, 3500 $. C'était le fonds d'urgence que j'avais envoyé à papa l'automne dernier. Je me souviens clairement du transfert. Je venais de terminer un double service à la clinique. Mon loyer était dû dans 4 jours, et j'ai quand même envoyé l'argent sans hésiter. Je lui ai dit, garde-le pour l'instant. J'en aurai peut-être besoin bientôt. Il a dit, bien sûr, ma chérie. Tu sais, je m'occupe de toi. Apparemment, il ne l'a pas fait car 2 jours après l'envoi de cet argent, il est allé directement sur le compte de Verina. Pas pour les factures, pas pour la maison. J'ai parcouru la capture d'écran Venmo ci-jointe qu'Orin avait imprimée. La note de Verina disait tout, magie de Disneyland pour Zenia. Zenia, sa fille, pas la mienne, même plus une enfant, une créatrice de contenu de 24 ans qui n'avait pas occupé un emploi plus de 6 mois et qui pensait encore que poster des TikTok avec des voix off était un cheminement de carrière. Mon argent, l'argent que j'avais gagné en faisant des piqûres de grippe dans les parkings et en réconfortant des patients qui ne pouvaient pas payer les copaiements, allait à des vacances dont je n'avais même pas été informé. Je n'étais pas furieuse. Pas tout de suite. Cela viendrait plus tard. Ce que je ressentais à ce moment-là était plus petit, plus silencieux, une trahison si désinvolte qu'elle ne semblait même pas être une erreur pour eux. C'était juste attendu parce que bien sûr, rien paierait. Bien sûr, elle n'y verrait pas d'inconvénient. C'est elle la fiable. Mais ça me dérangeait, et je n'allais plus le garder pour moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un message à mon père. Te souviens-tu même du toit que j'ai réparé avec mon propre argent? Pas de réponse, mais j'ai vu le reçu de lecture, vu à 10h42. Silence. Sa façon préférée de gagner une dispute en n'en commençant jamais une. J'ai fixé le téléphone pendant quelques secondes de plus, attendant quelque chose, n'importe quoi, une excuse, un déni, une diversion par gaslighting. Au lieu de cela, il n'y avait rien. Juste cette petite bulle familière de non-réponse, la même qu'on m'avait donnée toute ma vie. Chaque fois que je demandais de la clarté, je ne lançais pas le téléphone. Je le posais face vers le bas, je me levais et je marchais jusqu'à la fenêtre. Le soleil de Sacramento entrait fort maintenant, perçant à travers les stores, réchauffant le côté de mon visage comme pour me défier de fondre. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis raidi. Je suis retourné à la table, j'ai ressorti le reste du dossier. C'est là que j'ai trouvé la liste manuscrite que j'avais faite il y a 2 ans. Ma liste de réparation. C'était risible maintenant. Je l'avais griffonnée sur une vieille enveloppe Safeway. Réparer l'évier de cuisine qui fuit. Remplacer le robinet de salle de bain. Couvrir l'électricité pour mai-juin. Régler la facture de gaz en retard. Acheter une nouvelle ampoule pour le réfrigérateur. Je me souviens avoir coché ces éléments un par un. Je me souviens avoir rampé sous l'évier un dimanche après-midi, regardant des tutoriels YouTube sur la façon de remplacer un siphon tout en papa assis dans la pièce voisine à regarder la télévision et à faire semblant de ne pas entendre les outils tomber. Je me souviens lui avoir donné ma carte de débit quand l'électricité a failli être coupée. Je me souviens avoir fait sa déclaration de revenus quand il l'a oubliée pendant 3 ans. Et puis je me suis souvenu que maintenant, dans la maison que j'ai aidé à maintenir, mon nom avait été effacé de tout, y compris de ma chambre. Je suis resté très immobile.
Puis j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Verina. Pas de salutation, pas de préambule. Tu as dépensé mon argent. Elle a marqué une pause. J'ai pu entendre des mouvements en arrière-plan. Peut-être un mixeur ou un sèche-cheveux. Excusez-moi, a-t-elle finalement dit, tout en sucre. Vous savez exactement de quoi je parle. Les 3500 $ que j'ai envoyés à papa pour les urgences. Tu les as canalisés pour un voyage à Disneyland pour ta fille. Sa voix a baissé d'un ton. Zenia, sa fille, pas la mienne, même plus une enfant, une créatrice de contenu de 24 ans qui n'a jamais eu un emploi plus de 6 mois et qui pense encore que poster des TikTok avec des voix off est un cheminement de carrière. Ma voix a coupé. Le faux innocence fondu en agressivité passive. Nous pensions que ça ne te dérangerait pas. Tu ne l'utilisais pas. D'ailleurs, c'était pour la famille. Est-ce que je suis ça maintenant? Pas la famille. Il y a eu une pause, même pas une respiration. Tu sais, Rian, a-t-elle commencé en utilisant ce ton lent et condescendant comme si elle essayait de raisonner quelqu'un d'instable émotionnellement. Parfois, tu agis comme si tout dans cette maison tournait autour de toi. Peut-être qu'il est temps que tu comprennes que tu n'es pas la seule à avoir renoncé à quelque chose. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas haussé la voix. Tu touches à autre chose à moi, ai-je dit calmement. Et je ne reviendrai pas seulement. Je reviendrai avec des documents. Et j'ai raccroché. Pas de sortie dramatique, pas de cri, juste une coupure nette de la corde qu'elle resserrait autour de ma gorge depuis 6 ans. Je suis allé directement dans le couloir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché avocat immobilier et plus action en titre tranquille ou plus Sacramento. 5 résultats sont apparus. J'ai cliqué sur celui avec la note la plus élevée et le nom le plus court. Les noms courts me faisaient davantage confiance aux avocats. Pas de fioritures, pas de bêtises. J'ai rédigé l'email soigneusement. Objet, demande d'action en titre tranquille. Corps. Bonjour. Je me renseigne sur le dépôt d'une action en titre tranquille sur une propriété que j'ai partiellement financée, entretenue et dans laquelle j'ai vécu pendant plus d'une décennie, qui a été récemment reprise par la famille sans expulsion légale. J'ai des preuves de contribution. Témoins et preuves numériques. Veuillez me conseiller sur les prochaines étapes. Cordialement, Rian El Racross. Je n'ai pas hésité avant de cliquer sur envoyer. Cette nuit-là, j'ai créé un dossier sur mon bureau. Je l'ai appelé projet ERA pour maman, car il ne s'agissait plus seulement de récupérer une maison. Il s'agissait de retrouver sa mémoire. L'odeur de la cannelle dans sa cuisine. La façon dont elle fredonnait en pliant le linge. Les couvertures qu'elle glissait autour de mes jambes lors des nuits froides. Il pouvait prendre ma chambre. Il pouvait repeindre les murs. Il pouvait même jeter ma photo face vers le bas dans la poubelle. Mais il n'allait pas m'effacer. Et il n'allait certainement pas m'effacer. Ils pensent qu'ils m'ont effacé. Ce qu'ils ont vraiment fait, c'est me libérer. J'ai passé la matinée suivante à faire ce que j'ai toujours le mieux fait, trier, numériser, assembler les choses. Sauf que cette fois, ce n'était pas pour un dossier d'admission à l'hôpital ou une évaluation de cas de patient. C'était pour moi, pour la version de moi-même que j'avais ignorée trop longtemps. Et cette version, elle avait arrêté de jouer juste. Orin était assis en face de moi à la table de la cuisine, les manches retroussées, un bloc-notes légal devant lui, griffonné avec des chronologies et des noms. Nous avons travaillé sans petite conversation, le genre de silence qui n'est pas gênant, mais efficace. Nous avions passé la majeure partie de la matinée à examiner les registres de paiement, les reçus de services publics, mes relevés bancaires, tout ce qui montrait mon investissement constant et silencieux dans une maison à laquelle je n'avais plus accès. Mais le dossier que je n'ai pas pu trouver était celui qui comptait le plus, celui avec l'écriture de ma mère. « As-tu toujours la lettre de ta mère » demanda Orin, la voix basse, prudente. J'ai figé. Cette lettre, celle qu'elle avait écrite quand elle savait que la chimio ne fonctionnait pas. Celle qu'elle m'avait dit d'ouvrir quand tout devient trop bruyant. Je l'avais laissée dans le grenier, glissée dans le couvercle d'une vieille boîte à chaussures. Je ne voulais pas qu'elle soit près de moi pendant les années où j'ai navigué entre les beaux et les longs quarts. Cette lettre était sacrée, une boussole, trop fragile pour être transportée dans le chaos. Je me suis levé, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai appelé mon père, directement sur la messagerie vocale. Ensuite, j'ai envoyé un message à Zineya. Il est indiqué envoyé, jamais lu. Un nœud s'est formé à la base de mon cou.
10 minutes plus tard, le téléphone d'Orin a vibré. Un texto d'une voisine qu'il avait contactée il y a des semaines quand ce désordre a commencé. Quelqu'un qui vivait encore dans la rue. Quelqu'un qui aimait jardiner et écouter plus qu'elle ne parlait. Je pensais que tu devrais voir ça, disait le texto. S'y joint une capture d'écran floue d'une caméra Ring de l'autre côté de la cour. On y voit Verona près d'une poubelle tenant une enveloppe déchirée. Dessus, sans équivoque, étaient les mots écrits par ma mère. Pour rien, avec amour, maman. Verona était en pleine conversation dans le silence, mais sous la photo, la voisine avait retranscrit ce qu'elle disait, clairement capturé par l'audio. Elle s'accroche au fantôme. Cette maison a besoin d'être purifiée. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je n'ai pas parlé. Orin n'a pas demandé. Nous savions tous les deux que cette lettre, cette seule lettre irremplaçable, avait été détruite exprès. Pas perdue, pas égarée, éliminée. Les derniers mots de ma mère ont été déchirés et jetés comme un flyer indésirable. Je suis allé à l'évier, j'ai ouvert le robinet, j'ai pris l'eau froide dans mes paumes et je me l'ai pressée sur le visage. Pas pour pleurer, mais pour rester ancré, pour ne pas me briser en quelque chose que je ne pourrais pas balayer. Et pourtant, aussi douloureux que cela ait été, cela a tout rendu plus clair. Il ne s'agissait pas d'une maison. Il ne s'agissait même pas d'argent. Il s'agissait de contrôle et de leur besoin désespéré de réécrire l'histoire en m'effaçant du script. J'ai séché mes mains, je suis retourné à la table, et j'ai repris mon téléphone. Cette fois, j'ai appelé mon frère. Caleb a répondu après la deuxième sonnerie. « Pourquoi tu remues encore les choses ?» a-t-il demandé, la voix lourde d'agacement. « Je ne remue rien. Je veux juste te poser une question. » Une longue pause. « Quoi ? Tu savais pour la lettre. Tu l'as vu l'écrire. Tu savais ce qu'elle signifiait pour moi. » Il a soupiré. Ce soupir paresseux et performatif qu'il donnait toujours quand la responsabilité frappait à la porte. « Tu rends toujours tout si dramatique. Papa est fatigué. Verina fait de son mieux. J'ai fermé les yeux. Et moi ? Qu'en est-il de moi ? Ne suis-je plus de la famille ? Il n'a pas répondu. Caleb. J'ai insisté. Dis quelque chose. Clic, il a raccroché. J'ai fixé l'écran vide, pas choqué, juste confirmé. Chaque pont qu'ils ont brûlé, ils l'ont allumé avec mes allumettes, tendu pendant des années de silence et de compromis. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à la maison, pas pour m'introduire, pas pour créer une scène. Je suis juste resté dans le jardin arrière, regardant vers la fenêtre qui était autrefois la mienne. Les rideaux étaient différents maintenant. Floraux, artificiels, quelque chose de préfabriqué. Sans doute commandé en ligne et loué pour être minimaliste mais confortable. Rien à voir avec les panneaux jaunes dépareillés que maman avait cousus elle-même quand j'étais au collège. Cela avait du cœur. Ceci avait des hashtags. J'ai murmuré vers la fenêtre. Doucement mais fermement. Tu as brisé le dernier morceau d'aile. Maintenant, regarde-moi tout reconstruire en mon nom. Le lendemain matin, j'ai rencontré Orin à son bureau. Il a sorti un classeur. À l'intérieur, toutes les preuves de mes contributions financières, les transferts bancaires, les registres des services publics, les commandes Amazon pour les outils et la peinture, les captures d'écran des messages de papa demandant de l'aide. Tout était daté, tout était archivé. Je les ai parcourus un par un. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de reconnaissance. Ils ont transformé cette maison en marque, ai-je murmuré. Une histoire où ils sont les survivants, mais ils ne le sont pas. Ils sont juste bruyants. Es-tu sûr que tu veux aller si loin ? Demanda Orin, tapotant le classeur. C'est déjà le chaos, ai-je dit, en le regardant dans les yeux. Je suis juste en train de mettre de l'ordre. Il a hoché la tête une fois, a glissé une enveloppe légale vers moi. J'ai signé. Au cours de la dernière heure, nous avons rédigé une réclamation de propriété, une action en titre tranquille, un avis de signification légale. Chaque mot était étayé par des preuves, chaque ligne tapée avec intention. Je ne bluffais plus. Quand nous avons eu terminé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai renommé le dossier numérique qui contenait tout. Plan de rédemption légale de la succession Elra. Parce qu'ils ne m'avaient pas effacé, ils m'avaient sous-estimé. Et cette erreur allait leur coûter tout ce qu'ils pensaient posséder. Je n'ai pas commencé cette bataille,
mais je la finirai avec des papiers et de la paix. Le bourdonnement des lumières fluorescentes dans le bureau d'Orin se mêlait au doux tapotement de mes doigts sur la lourde enveloppe en manille posée entre nous. Il n'y avait rien à l'intérieur que nous n'avions déjà vu. Pourtant, nous avons tous deux regardé comme si cela allait révéler quelque chose de nouveau si nous attendions assez longtemps. Le dossier était étiqueté avec du Sharpie. Preuve financière plus légale. Et puis mon téléphone a vibré. J'ai retourné le téléphone sans réfléchir. L'écran était rempli d'un message de ma cousine, une capture d'écran. Tout va bien? Ton père a l'air de dire que c'est sérieux. Sous son texte se trouvait une publication Facebook de Leland. Il avait écrit « Certains enfants oublient les mains qui les ont nourris. La maladie mentale est une chose triste, surtout lorsqu'elle se transforme en un sentiment de droit déguisé en victimisation. Nous prions pour sa guérison. » Ma gorge s'est serrée, non pas parce que c'était choquant, mais parce que ce ne l'était pas. C'était exactement le genre de choses qu'il ferait. La cruauté silencieuse déguisée en inquiétude douce. La publication était conçue pour attirer la sympathie pour lui, pour me peindre comme instable, égoïste, un désordre fragile se défaisant parce que je n'avais pas obtenu ce que je voulais. Les commentaires étaient pires. Si triste. Tu es un bon papa, Lee. Continue de prier. L'idée de droit détruit cette génération. J'ai toujours su qu'elle était problématique. Elle n'a jamais souri sur les photos. Et voilà, la cour d'opinion publique déjà en session. Je me sentais exposé. Pas pour qui j'étais, mais pour la façon dont il avait choisi de me présenter. Je n'étais pas une personne. J'étais un avertissement. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'imprimante d'Orin, j'ai appuyé sur imprimer depuis mon téléphone, et j'ai regardé la publication prendre vie sur papier. Quand elle fut terminée, je l'ai pliée en 3 et je l'ai glissée dans la pochette avant de mon classeur. Cela va sous diffamation de caractère, ai-je dit, la voix basse. Juste à côté des registres de paiement. Ça va, demanda Orin avec précaution. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je suis motivé. Cette nuit-là, alors que j'étais assis seul dans ma chambre à Lorraine, la chambre d'amis où la tante d'Orin avait l'habitude de séjourner, maintenant remplie de couvertures supplémentaires et de dossiers empilés, quelque chose s'est déclenché. Un souvenir que je n'avais pas utilisé depuis des années. C'était du dernier hiver où maman était vivante. Nous avions passé un samedi après-midi à nettoyer le grenier. Elle essayait de désencombrer, disait-elle, mais je savais qu'elle voulait juste contrôler ce qu'il adviendrait de ses affaires. Nous avons trouvé un petit coffre-fort ignifuge caché sous le mur du fond. Elle a ri quand elle l'a ouvert, non pas à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais parce qu'elle avait presque oublié qu'elle le possédait. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Son testament original, l'acte de propriété de la maison, et une enveloppe scellée étiquetée pour rien quand ils oublient. Elle ne me l'avait pas donnée alors. Elle l'avait remise à l'intérieur, disant que ce n'était pas le moment. Je n'avais jamais pensé à la chercher à nouveau avant maintenant. Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Lee. Elle a répondu à la première sonnerie. J'attendais votre appel, a-t-elle dit. Ils sont tous dehors aujourd'hui. Vous avez une fenêtre de 2 heures. Je n'ai pas demandé comment elle savait. Madame Lee savait toujours. Je me suis dirigé directement là-bas, je me suis garé 2 maisons plus loin, et je me suis glissé par la porte latérale avec la clé qu'elle m'avait donnée. La porte arrière était toujours la même. Charnière grinçante, moustiquaire usé, mais je ne suis pas entré. Je suis monté. Le grenier n'avait pas changé. Même air moisi, même planches inégales. Je me suis déplacé lentement, évitant l'endroit près de la cheminée qui menaçait toujours de s'effondrer. Quand je suis arrivé au mur de l'espace de rangement, j'ai passé la main sur le bord pour trouver le panneau caché. Il s'est détaché plus facilement que prévu. Là, le verrou à combinaison du coffre-fort. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une respiration et j'ai essayé les chiffres. Je me suis souvenu de mon anniversaire, de celui de maman, et du jour où nous avons planté le citronnier à l'arrière. Clic, le couvercle s'est ouvert. L'enveloppe était toujours là, jaunie, mais intacte. Tout comme l'acte. Notarié avec mon nom, transféré de Leland à moi à l'âge de 21 ans, exécuté discrètement, jamais enregistré publiquement, mais légal. Mon souffle s'est coupé. J'ai tenu les papiers comme s'ils étaient sacrés, car pour moi, ils l'étaient. Je n'étais pas impuissante. Plus maintenant. Quand je suis retourné chez Orin,
je suis entré sans dire un mot et j'ai posé l'acte sur la table. Il l'a regardé, puis moi, puis à nouveau le document. « Tu plaisantes » a-t-il demandé, stupéfait. J'ai hoché la tête. Elle s'est assurée que je serais protégé. Il n'a jamais pensé que je le trouverais. Orin s'est passé une main dans les cheveux. Ils vont tout perdre. Bien, ai-je dit. Je dis qu'ils ne le méritent pas. Cet après-midi-là, nous avons déposé les documents préliminaires pour la propriété. L'email que j'ai envoyé comprenait des captures d'écran de l'acte, du transfert signé, de la note de ma mère, des relevés bancaires, et juste pour être sûr, la publication Facebook. Objet, service formel, revendication de propriété, succession LRA. Moins d'une heure plus tard, Verona a répondu « Tu n'oserais pas ». J'ai fixé le curseur clignotant pendant un moment avant de taper « C'est déjà fait ». Je n'ai pas souri. Il ne s'agissait pas de satisfaction. Il s'agissait d'établir une limite qui aurait dû être respectée il y a des années. Quand j'ai fermé mon ordinateur portable, la pièce semblait différente. Pas plus lumineuse. Mais plus propre, comme si quelque chose de toxique avait finalement quitté l'air. J'ai passé le lendemain matin à faire ce que j'ai toujours fait le mieux, trier, numériser, assembler les choses. Sauf que cette fois, ce n'était pas pour un dossier d'admission à l'hôpital ou une évaluation de cas de patient. C'était pour moi, pour la version de moi-même que j'avais ignorée trop longtemps. Et cette version, elle avait arrêté de jouer juste. Orin était assis en face de moi à la table de la cuisine, les manches retroussées, un bloc-notes légal devant lui, griffonné avec des chronologies et des noms. Nous avons travaillé sans petite conversation, le genre de silence qui n'est pas gênant, mais efficace. Nous avions passé la majeure partie de la matinée à examiner les registres de paiement, les reçus de services publics, mes relevés bancaires, tout ce qui montrait mon investissement constant et silencieux dans une maison à laquelle je n'avais plus accès. Mais le dossier que je n'ai pas pu trouver était celui qui comptait le plus, celui avec l'écriture de ma mère. « As-tu toujours la lettre de ta mère » demanda Orin, la voix basse, prudente. J'ai figé. Cette lettre, celle qu'elle avait écrite quand elle savait que la chimio ne fonctionnait pas. Celle qu'elle m'avait dit d'ouvrir quand tout devient trop bruyant. Je l'avais laissée dans le grenier, glissée dans le couvercle d'une vieille boîte à chaussures. Je ne voulais pas qu'elle soit près de moi pendant les années où j'ai navigué entre les beaux et les longs quarts. Cette lettre était sacrée, une boussole, trop fragile pour être transportée dans le chaos. Je me suis levé, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai appelé mon père, directement sur la messagerie vocale. Ensuite, j'ai envoyé un message à Zineya. Il est indiqué envoyé, jamais lu. Un nœud s'est formé à la base de mon cou. 10 minutes plus tard, le téléphone d'Orin a vibré. Un texto d'une voisine qu'il avait contactée il y a des semaines quand ce désordre a commencé. Quelqu'un qui vivait encore dans la rue. Quelqu'un qui aimait jardiner et écouter plus qu'elle ne parlait. Je pensais que tu devrais voir ça, disait le texto. 6 juin, une capture d'écran floue d'une caméra Ring de l'autre côté de la cour. On y voit Verona près d'une poubelle tenant une enveloppe déchirée. Dessus, sans équivoque, étaient les mots écrits par ma mère. Pour rien, avec amour, maman. Verona était en pleine conversation dans le silence, mais sous la photo, la voisine avait retranscrit ce qu'elle disait, clairement capturé par l'audio. Elle s'accroche au fantôme. Cette maison a besoin d'être purifiée. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je n'ai pas parlé. Orin n'a pas demandé. Nous savions tous les deux que cette lettre, cette seule lettre irremplaçable, avait été détruite exprès. Pas perdue, pas égarée, éliminée. Les derniers mots de ma mère ont été déchirés et jetés comme un flyer indésirable. Je suis allé à l'évier, j'ai ouvert le robinet, j'ai pris l'eau froide dans mes paumes et je me l'ai pressée sur le visage. Pas pour pleurer, mais pour rester ancré, pour ne pas me briser en quelque chose que je ne pourrais pas balayer. Et pourtant, aussi douloureux que cela ait été, cela a tout rendu plus clair. Il ne s'agissait pas d'une maison. Il ne s'agissait même pas d'argent. Il s'agissait de contrôle et de leur besoin désespéré de réécrire l'histoire en m'effaçant du script. J'ai séché mes mains, je suis retourné à la table, et j'ai repris mon téléphone. Cette fois, j'ai appelé mon frère. Caleb a répondu après la deuxième sonnerie. « Pourquoi tu remues encore les choses » a-t-il demandé, la voix lourde d'agacement. Je ne remue rien. Je veux juste te poser une question. Une longue pause. Quoi? Tu savais pour la lettre. Tu l'as vu l'écrire.
Tu savais ce qu'elle signifiait pour moi. Il a soupiré. Ce soupir paresseux et performatif qu'il donnait toujours quand la responsabilité frappait à la porte. Tu rends toujours tout si dramatique. Papa est fatigué. Verina fait de son mieux. J'ai fermé les yeux. Et moi? Qu'en est-il de moi? Ne suis-je plus de la famille? Il n'a pas répondu. Caleb. J'ai insisté. Dis quelque chose. Clic, il a raccroché. J'ai fixé l'écran vide, pas choqué, juste confirmé. Chaque pont qu'ils ont brûlé, ils l'ont allumé avec mes allumettes, tendues pendant des années de silence et de compromis. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à la maison, pas pour m'introduire, pas pour créer une scène. Je suis juste resté dans le jardin arrière, regardant vers la fenêtre qui était autrefois la mienne. Les rideaux étaient différents maintenant. Floraux, artificiels, quelque chose de préfabriqué. Sans doute commandé en ligne et loué pour être minimaliste mais confortable. Rien à voir avec les panneaux jaunes dépareillés que maman avait cousus elle-même quand j'étais au collège. Cela avait du cœur. Ceci avait des hashtags. J'ai murmuré vers la fenêtre. Doucement mais fermement. Tu as brisé le dernier morceau d'aile. Maintenant, regarde-moi tout reconstruire en mon nom. Le lendemain matin, j'ai rencontré Orin à son bureau. Il a sorti un classeur. À l'intérieur, toutes les preuves de mes contributions financières, les relevés bancaires, les registres des services publics, les commandes Amazon pour les outils et la peinture, les captures d'écran des messages de papa demandant de l'aide. Tout était daté, tout était archivé. Je les ai parcourus un par un. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de reconnaissance. Ils ont transformé cette maison en marque, ai-je murmuré. Une histoire où ils sont les survivants, mais ils ne le sont pas. Ils sont juste bruyants. Es-tu sûr que tu veux aller si loin? Demanda Orin, tapotant le classeur. C'est déjà le chaos, ai-je dit, en le regardant dans les yeux. Je suis juste en train de mettre de l'ordre. Il a hoché la tête une fois, a glissé une enveloppe légale vers moi. J'ai signé. Au cours de la dernière heure, nous avons rédigé une réclamation de propriété, une action en titre tranquille, un avis de signification légale. Chaque mot était étayé par des preuves, chaque ligne tapée avec intention. Je ne bluffais plus. Quand nous avons eu terminé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai renommé le dossier numérique qui contenait tout. Plan de rédemption légale de la succession Elra. Parce qu'ils ne m'avaient pas effacé, ils m'avaient sous-estimé. Et cette erreur allait leur coûter tout ce qu'ils pensaient posséder. Je n'ai pas commencé cette bataille, mais je la finirai avec des papiers et de la paix. Le bourdonnement des lumières fluorescentes dans le bureau d'Orin se mêlait au doux tapotement de mes doigts sur la lourde enveloppe en manille posée entre nous. Il n'y avait rien à l'intérieur que nous n'avions déjà vu. Pourtant, nous avons tous deux regardé comme si cela allait révéler quelque chose de nouveau si nous attendions assez longtemps. Le dossier était étiqueté avec du Sharpie. Preuve financière plus légale. Et puis mon téléphone a vibré. J'ai retourné le téléphone sans réfléchir. L'écran était rempli d'un message de ma cousine, une capture d'écran. Tout va bien? Ton père dit que c'est sérieux. Sous son texte se trouvait une publication Facebook de Leland. Il avait écrit « Certains enfants oublient les mains qui les ont nourris. La maladie mentale est une chose triste, surtout lorsqu'elle se transforme en un sentiment de droit déguisé en victimisation. Nous prions pour sa guérison. » Ma gorge s'est serrée, non pas parce que c'était choquant, mais parce que ce ne l'était pas. C'était exactement le genre de choses qu'il ferait. La cruauté silencieuse déguisée en inquiétude douce. La publication était conçue pour attirer la sympathie pour lui, pour me peindre comme instable, égoïste, un désordre fragile se défaisant parce que je n'avais pas obtenu ce que je voulais. Les commentaires étaient pires. Si triste. Tu es un bon papa, Lee. Continue de prier. L'idée de droit détruit cette génération. J'ai toujours su qu'elle était problématique. Elle n'a jamais souri sur les photos. Et voilà, la cour d'opinion publique déjà en session. Je me sentais exposé. Pas pour qui j'étais, mais pour la façon dont il avait choisi de me présenter. Je n'étais pas une personne. J'étais un avertissement. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'imprimante d'Orin, j'ai appuyé sur imprimer depuis mon téléphone, et j'ai regardé la publication prendre vie sur papier. Quand elle fut terminée, je l'ai pliée en 3 et je l'ai glissée dans la pochette avant de mon classeur.
cela va sous diffamation de caractère, ai-je dit, la voix basse. Juste à côté des registres de paiement. Ça va, demanda Orin avec précaution. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je suis motivé. Cette nuit-là, alors que j'étais assis seul dans ma chambre à Lorraine, la chambre d'amis où la tante d'Orin avait l'habitude de séjourner, maintenant remplie de couvertures supplémentaires et de dossiers empilés, quelque chose s'est déclenché. Un souvenir que je n'avais pas utilisé depuis des années. C'était du dernier hiver où maman était vivante. Nous avions passé un samedi après-midi à nettoyer le grenier. Elle essayait de désencombrer, disait-elle, mais je savais qu'elle voulait juste contrôler ce qu'il adviendrait de ses affaires. Nous avons trouvé un petit coffre-fort ignifuge caché sous le mur du fond. Elle a ri quand elle l'a ouvert, non pas à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais parce qu'elle avait presque oublié qu'elle le possédait. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Son testament original, l'acte de propriété de la maison, et une enveloppe scellée étiquetée pour rien quand ils oublient. Elle ne me l'avait pas donnée alors. Elle l'avait remise à l'intérieur, disant que ce n'était pas le moment. Je n'avais jamais pensé à la chercher à nouveau avant maintenant. Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Lee. Elle a répondu à la première sonnerie. J'attendais votre appel, a-t-elle dit. Ils sont tous dehors aujourd'hui. Vous avez une fenêtre de 2 heures. Je n'ai pas demandé comment elle savait. Madame Lee savait toujours. Je me suis dirigé directement là-bas, je me suis garé 2 maisons plus loin, et je me suis glissé par la porte latérale avec la clé qu'elle m'avait donnée. La porte arrière était toujours la même. Charnière grinçante, moustiquaire usé, mais je ne suis pas entré. Je suis monté. Le grenier n'avait pas changé. Même air moisi, même planches inégales. Je me suis déplacé lentement, évitant l'endroit près de la cheminée qui menaçait toujours de s'effondrer. Quand je suis arrivé au mur de l'espace de rangement, j'ai passé la main sur le bord pour trouver le panneau caché. Il s'est détaché plus facilement que prévu. Là, le verrou à combinaison du coffre-fort. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une respiration et j'ai essayé les chiffres. Je me suis souvenu de mon anniversaire, de celui de maman, et du jour où nous avons planté le citronnier à l'arrière. Clic, le couvercle s'est ouvert. L'enveloppe était toujours là, jaunie, mais intacte. Tout comme l'acte. Notarié avec mon nom, transféré de Leland à moi à l'âge de 21 ans, exécuté discrètement, jamais enregistré publiquement, mais légal. Mon souffle s'est coupé. J'ai tenu les papiers comme s'ils étaient sacrés, car pour moi, ils l'étaient. Je n'étais pas impuissante. Plus maintenant. Quand je suis retourné chez Orin, je suis entré sans dire un mot et j'ai posé l'acte sur la table. Il l'a regardé, puis moi, puis à nouveau le document. Tu plaisantes, a-t-il demandé, stupéfait. J'ai hoché la tête. Elle s'est assurée que je serais protégé. Il n'a jamais pensé que je le trouverais. Orin s'est passé une main dans les cheveux. Ils vont tout perdre. Bien, ai-je dit. Je dis qu'ils ne le méritent pas. Cet après-midi-là, nous avons déposé les documents préliminaires pour la propriété. L'email que j'ai envoyé comprenait des captures d'écran de l'acte, du transfert signé, de la note de ma mère, des relevés bancaires, et juste pour être sûr, la publication Facebook. Objet, service formel, revendication de propriété, succession Elra. Moins d'1 heure plus tard, Vena a répondu, tu n'oserais pas. J'ai fixé le curseur clignotant pendant un moment avant de taper, c'est déjà fait. Je n'ai pas souri. Il ne s'agissait pas de satisfaction. Il s'agissait d'établir une limite qui aurait dû être respectée il y a des années. Quand j'ai fermé mon ordinateur portable, la pièce semblait différente. Pas plus lumineuse. Mais plus propre, comme si quelque chose de toxique avait finalement quitté l'air. J'ai passé la matinée suivante à faire ce que j'ai toujours fait le mieux, trier, numériser, assembler les choses. Sauf que cette fois, ce n'était pas pour un dossier d'admission à l'hôpital ou une évaluation de cas de patient. C'était pour moi, pour la version de moi-même que j'avais ignorée trop longtemps. Et cette version, elle avait arrêté de jouer juste. Orin est entré dans la pièce avec une pile d'exhibits à classer. « Tu es sûr que tu veux aller si loin ?» demanda-t-il. « Ils ont commencé, ai-je dit. Mais c'est moi qui vais finir proprement. » Il m'a regardé une seconde, puis a hoché la tête. Une fois que cela arrivera au tribunal, il pourrait tout fouiller. Sois prête pour les répercussions. J'ai déjà été brûlé, ai-je dit en glissant le commentaire de Lisa dans le dossier. Maintenant,
je suis ignifugé. Plus tard ce soir-là, j'ai débarrassé la table de la salle à manger et j'ai étalé tout. L'acte, les registres de paiement, les captures d'écran, la lettre de maman, les photos, même celle de Verona tenant l'enveloppe déchirée avec mon nom. Et puis, par-dessus tout, j'ai collé une seule photo. Elia me tenant sur le porche, le visage doux d'amour, le soleil dans ses cheveux. Nous avions l'air heureux, et nous l'étions une fois. Elle ne s'est jamais battue pour elle-même, ai-je murmuré. Je le ferai. Orin est revenu avec des plats à emporter et m'a trouvé assise en silence, fixant cette photo comme si elle pouvait parler. Ça va, demanda-t-il. J'y arrive. Nous avons mangé en silence. L'horloge sur le mur sonnait plus fort que d'habitude. La date limite légale pour leur départ était maintenant dans 72 heures. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai revu les documents, pratiqué des réponses devant le miroir, pensé à chaque mensonge raconté à mon sujet, chaque porte qui m'avait été fermée au nez, chaque anniversaire oublié parce que ce n'était pas pratique. Vers 3h17 du matin, ma boîte de réception a sonné. Nouveau sujet de mail, concernant le transfert de maison. Négociation finale. L'expéditeur, Vena, pas l'avocate, pas Leland. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Nous aimerions discuter d'une solution amiable avant que cela n'escalade davantage. Amiable. Maintenant, il voulait la paix. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement. S'ils veulent la guerre, il ferait mieux de faire léger. Ils n'ont pas seulement perdu une maison. Ils ont perdu le droit de réécrire mon histoire. Et maintenant que l'histoire m'appartient à nouveau, je sais exactement quoi en faire. La clé a tourné proprement. Aucune résistance. Pas besoin de la secouer ou de pousser mon épaule contre le cadre comme je le faisais autrefois quand la porte se coinçait en hiver. Elle s'est ouverte comme si elle savait que j'y appartenais. Je suis entré. La maison m'a accueilli avec un souffle. Huile de citron de polish frais et la faible odeur de poussière qui s'installe dans les endroits intouchés depuis des mois. J'ai marqué une pause dans l'entrée, la main toujours sur le bouton de la porte. Pas de voix, pas de pas, juste du silence. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir marcher sur la pointe des pieds à travers ma propre histoire. Il n'y avait pas de chaussures à la porte, pas de tapis de yoga de Verina enroulé près des escaliers, pas de tableau de vision de Xenia collé au mur. Le chaos s'était dissipé, et à sa place, il y avait quelque chose qui semblait vide, mais pas creux, prêt. J'ai laissé mes clés sur le comptoir et j'ai parcouru lentement le périmètre. Une main effleurant les murs, non pas seulement pour vérifier ce qui avait disparu, mais pour remarquer ce qui était resté. La rayure sur le lambris du couloir de quand j'ai rentré mon vélo à 7 ans. Toujours là, le éclat dans le carrelage de la cuisine que maman n'avait jamais pris le temps de réparer. Toujours en attente. Dans le coin de la salle à manger, le vieux placard avec la charnière lâche a grincé quand je l'ai touché. Je ne l'ai pas ouvert. Je lui ai juste fait un signe de tête comme à une vieille amie. Je n'avais pas vu depuis longtemps. Plus tard dans l'après-midi, après avoir déballé rien parce que je n'avais rien apporté, je me suis assise dans ce qui était autrefois le salon et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le quartier était calme, le soleil doux à travers les fenêtres avant. Ce genre de lumière que seule la fin du printemps offre, pardonnant et honnête. Facebook s'est ouvert sans que je le demande. La première chose que j'ai vue fut le silence. Le profil de Leland n'avait rien posté depuis des jours. Toutes ces déclarations dramatiques, ces prières, ces appels à la sympathie, disparus, supprimés. Une voisine avait posté une vidéo de l'expulsion. Pas de légende, juste une simple phrase. Parfois, la justice est silencieuse. Elle avait plus de 300 réactions, des dizaines de commentaires, mais aucun d'eux n'était de la part des défenseurs habituels de Leland. Selon Orin, Leland et Verina avaient emménagé chez la sœur de Verina à Bakersfield. Pas d'adresse de réexpédition, pas de nouveau poste, juste disparu. Ce n'était pas le genre de justice que l'on voit dans les films. Pas de grands discours, pas d'excuses larmoyantes sur la pelouse. Juste une disparition, un effacement silencieux d'une scène qu'ils avaient autrefois revendiquée comme la leur. J'ai fermé l'ordinateur portable. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un message vocal de Lisa J. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Sa voix a légèrement craqué. J'ai cru ce qu'on m'a dit. Je suis désolé de ne pas l'avoir supprimé. Je n'ai pas répondu non plus. Certains ponts n'ont pas besoin d'être brûlés, mais pas tous ont besoin d'être traversés à nouveau. Quelques jours passèrent.
La maison commença à respirer à nouveau. La pièce qui était autrefois la mienne, celle réclamée par Xenia, s'était transformée en son espace créatif. Je l'ai récupérée, mais pas pour dormir. J'ai peint les murs d'un ambre chaud, le genre de couleur qui attrape la lumière des bougies et rend même le silence sûr. J'ai accroché une petite plaque en bois sur la porte, chambre Elra, pour les femmes qui retrouvent leur chemin. Ce n'était pas un slogan. C'était une promesse. J'ai fait partenariat avec une organisation à but non lucratif locale qui aide les femmes qui quittent des foyers émotionnellement abusifs. Le genre de traumatisme qui ne laisse pas de contusion, mais crée des fissures sur lesquelles vous trébuchez pendant des années. J'ai offert la chambre comme abri de courte durée, calme, propre, privé, parce que je savais ce que c'était que d'avoir besoin d'espace et de ne pas en avoir. La première invitée était censée arriver dans une semaine. Pour me préparer, j'ai réapprovisionné la salle de bain en fournitures, serviettes fraîches, savon sans parfum, un journal avec un stylo attaché à la couverture. Pas parce que cela résout quoi que ce soit, mais parce qu'être vu commence par les plus petits gestes. Je me suis tenu dans la cuisine une nuit, remuant du thé comme maman avait l'habitude de le faire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une cuillère qui ne cognait jamais trop fort. Tu me manques toujours, maman, ai-je murmuré à personne. Mais je ne suis plus perdu. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée, écrite à la main, sans adresse de retour. C'était de Leland. Je pensais protéger ce qui restait, a-t-il écrit. Je vois maintenant que je détruisais tout. C'était tout. Pas de demande de pardon, pas d'excuses, juste une reconnaissance. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jeté non plus. Je l'ai glissé derrière le cadre photo de maman et moi sur le porche avant, non pas pour me souvenir de lui, mais pour me souvenir de la vérité enfin prononcée. Ce week-end-là, j'ai planté des herbes dans le jardin arrière, du romarin, du thym, du basilic, des choses simples, mais elles poussaient vite, comme si la maison était prête à recommencer aussi. La lumière du porche est restée allumée la nuit. Un soir, juste après le coucher du soleil, quelqu'un a frappé. J'ai ouvert la porte. Une jeune femme se tenait là, tenant un sac usé, les épaules tendues. « Bonjour », a-t-elle dit. « Je crois que je suis ici pour la chambre Elira. » Je me suis écarté et j'ai tenu la porte ouverte. « Entrez », ai-je dit. « Vous êtes en sécurité ici. » Elle a regardé autour d'elle, hésitante. Elle a pris une profonde inspiration, puis a souri. « Cet endroit a-t-il toujours ressemblé à une maison ?» demanda-t-elle doucement. J'ai réfléchi un instant. « Pas toujours », ai-je répondu. « Mais maintenant, oui. » Cette nuit-là, après lui avoir montré la chambre, expliqué la routine et l'avoir laissé dans son silence, je suis descendu le couloir devant les anciennes photos de famille, certaines retirées, d'autres encadrées, et j'ai éteint les lumières une par une. La maison semblait chaude, pas de la chaleur, mais de la paix. Elle a expiré avec moi. La porte qu'ils ont verrouillée derrière moi reste maintenant ouverte aux autres. Parfois, la forme la plus bruyante de force est silencieuse. Pas dans l'action, mais dans l'intention. Rien n'a pas crié. Elle ne s'est pas vengée avec rage. Elle a recherché la vérité avec une clarté silencieuse, et cela a fait toute la différence. Avez-vous déjà été exclu de l'histoire de votre propre famille pour ensuite réaliser que c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de suivre pour d'autres récits de la vie réelle qui explorent en profondeur ce que signifie vraiment la famille.